Mettez juste pour respecter le temps de tout le monde. Merci d'être là, vraiment, j'apprécie votre présence. Donc, mesdames, messieurs, dignitaires, représentants des médias, membres de l'UCFO, bonjour à toutes et tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Janie-Renée Meiner, je suis directrice générale à l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. Et comme on n'a pas le privilège d'avoir une équipe technique, je vous demande un petit peu d'indulgence avec les délais possibles de notre rencontre. Je serai votre guide pour aujourd'hui, en plus de vous présenter dans quelques minutes les constats principaux de notre livre blanc. Notre présidente fera les reconnaissances territoriales d'usage, suivies d'une courte présentation pour mettre la table en guise d'introduction à notre livre blanc. Je vous présenterai ensuite des constats principaux. Nous aurons ensuite une période de questions. Nathalie Nadon, que la plupart de vous connaissent, c'est une de nos employées. Elle fera office d'animatrice pour la période des questions. Un doux rappel pour les questions techniques, on vous prie de fermer vos micros et vous pourrez les rouvrir selon le droit de parole qui vous sera accordé. Pour des raisons d'archivage, on vous informe que nous sommes en train d'enregistrer la rencontre virtuelle d'aujourd'hui. Je cède maintenant la parole à notre présidente Sylvie Gravel. Merci, Janie. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis présidente du conseil d'administration de l'Union culturelle des Franco-Ontariennes et je demeure à Embrun, dans l'Est ontarien. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour une reconnaissance territoriale, puisque je suis métisse et que cette reconnaissance est importante pour moi et pour notre organisme. Notre bureau provincial, d'où nous diffusions aujourd'hui, est situé à Alfred, en Ontario. Nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie du territoire traditionnel et non cédé des peuples Anishinaabe. Notamment de la nation algonquine. Nous reconnaissons également que ce territoire comprend des terres ancestrales et visées par des traités du peuple Haudenosaunee, notamment de la nation Mohawk. Nous offrons notre gratitude envers ces nations qui sont les gardiennes de ces territoires depuis des temps immémoriaux et qui continuent de le partager avec nous aujourd'hui. Cette reconnaissance résonne d'une façon particulière avec le travail que nous présentons aujourd'hui. Notre livre blanc parle d'un dessert de données qui rend invisible une population entière, les femmes aînées francophones en milieu rural. Nous savons que les peuples autochtones connaissent depuis bien plus longtemps cette expérience de l'invisibilité statistique et de l'effacement des savoirs propres à une communauté. Nous ne prétendons pas comparer nos réalités, mais nous reconnaissons humblement que la reconnaissance, qu'elle soit territoriale ou statistique, est une étape nécessaire vers la justice et le respect. Je voudrais vous parler d'une femme. Elle a 78 ans. Elle vit à 1 heure de route du magasin le plus proche. Elle n'a pas toujours de signal pour son téléphone. Et chaque deuxième jeudi du mois, elle ouvre les portes de la salle paroissiale, dispose les chaises, prépare le café. Et elle attend des femmes comme elle, des amis, des activistes communautaires, des gardiennes du patrimoine francophone. Tout se passe en français. Parce que si elle ne le fait pas, personne ne le fera. Et si personne ne le fait, ce village-là perdrait son dernier espace francophone. Cette femme, il y en a 516 comme elle dans nos cercles, de Windsor à Kapuskasing, dans des communautés que les politiques publiques ne voient pas, parce qu'elles ne savent pas où chercher. Aujourd'hui, nous leur montrons où chercher. L'UCFO publie son tout premier livre blanc. Elle existe, mais les voit-on vraiment? C'est 90 ans d'histoire, de témoignages et de données désagrégées, mises au service d'un seul objectif, que les femmes qui font vivre la francophonie rurale ontarienne soient enfin vues, nommées et soutenues par ceux qui ont le pouvoir de le faire.
pour qu'on les reconnaisse comme des moteurs communautaires, des passeuses de culture et des leaders et organisatrices hors pair, qui n'ont pas de diplôme sur leur mur, mais qui incarnent exactement ce titre. Pour qu'on permette à l'UCFO de les appuyer dans tout ce qu'elles font au service de chacune de leurs communautés. Ce livre blanc s'adresse au gouvernement et aux instances politiques, mais il est écrit pour elles, pour toutes celles qui ont ouvert des portes depuis 1936 pour que le français continue d'exister chez nous, au-delà du tricot et du tissage, des arts culinaires, des traditions comme les courtes pointes et le recyclage d'étoffes, de créations artistiques qui sont ancrées dans l'utile. Elles sont des leaders, elles sont des bâtisseuses de communautés. Elles sont la colle de la communauté francophone, que tout le monde néglige parce qu'elles ne représentent pas la masse. Mais elles sont là, raison que leur communauté parle encore français. Elles ont bien compris que l'action de résistance, c'est de parler français, de vivre en français et de l'assumer à tous les jours. Elles sont là pour les 7 prochaines générations, car elles veulent que le français se transmette dans leur communauté. Merci de lire et de partager ce livre blanc avec nous aujourd'hui. Je cède maintenant la parole à Janie, notre directrice générale. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, chers dignitaires et distingués invités, j'ai eu le privilège de rédiger ce livre blanc, ce qui veut dire que j'ai passé des mois dans les études, dans la recherche, dans les chiffres, ou plutôt dans l'absence de chiffres, du moins pour un bout. Je vous parlerai de ce livre blanc en 3 étapes que je considère qui sont comme des mouvements, dont le premier, c'est le désert des données. Quand on a voulu documenter la réalité des femmes aînées francophones en milieu rural, on s'est buté à un mur. Il n'y a pas tellement de données qui existent qui nous permettent de voir cette population-là. Pas de portraits statistiques fiables, pas de mesures systématiques de leur isolement ou de leur santé ou de leur contribution sociale comme telle. On sait qu'il y a une double prédominance démographique. Par exemple, qu'il y a une majorité féminine en Ontario. 53,2% de la population francophone globale en Ontario, ou à peu près. Peter, tu me corrigeras si j'ai pas raison. Comme l'espérance de vie des femmes reste statistiquement supérieure, ben cette proportion augmente fortement dans les tranches d'âge au-delà de 65 ans, plus particulièrement chez les femmes de 80 ans et plus. Si on combine cet élément-là avec le milieu rural, puis les données du Rural Ontario Institute, ça nous démontre que 24% de la population rurale ontarienne a plus que 65 ans, comparativement à 17% en zone urbaine. De plus, les femmes sont globalement plus âgées que les hommes. On sait que le tissu communautaire franco-ontarien en milieu rural dépend historiquement de l'implication des femmes parce qu'elles se mobilisent au sein d'organismes pivots. Elles sont des bénévoles extraordinaires. Là, je vais vous parler de la Fédération des aînés, la FARFO, les ACFO régionales, Retraite active et bon nombre d'autres associations locales. Leur bénévolat se traduit par de l'aide directe, souvent aux personnes les plus démunies, de la popote roulante, des visites d'amitié, un transport médical d'appoint, ou par la sauvegarde du patrimoine culturel et paroissial, qui est essentiel en milieu minoritaire. Mais ce qu'on n'avait pas, c'est un portrait statistique global, puis surtout une idée de la valeur et de l'ampleur de leur contribution sociale. C'est pas un oubli administratif, c'est ce qu'on appelle le désert de données. C'est une zone où une population entière devient statistiquement invisible parce que les outils de collecte actuels sont pas conçus pour elles, sont pas assez urbaines pour les enquêtes standards, pas assez jeunes pour les priorités actuelles, ils sont francophones dans un contexte où même les données linguistiques se perdent en chemin. Et ça pourrait être partiellement la faute à l'Internet. Pourtant, cette population-là, elle est bien réelle. Nous, on a 516 femmes dans 20 cercles à travers 6 régions, de Windsor à Kapuskasing. Ces femmes-là, à elles seules,
accomplissent entre 60 000 et 69 000 heures de bénévolat par année. Elles versent plus de 30 000 $ en dons locaux qui bénéficient à des enfants, à des hôpitaux, à des nouveau-nés, à des femmes victimes de violences, à des proches aidants, à des personnes en situation précaire, et j'en passe. Juste comme référence, là, 69 000 heures de bénévolat à 25 $ de l'heure, parce que quand même, nos femmes y ont de l'expérience, ça représente plus de 1,7 million que le gouvernement ne dépense pas pour offrir ces services-là. 1 725 000 $ de bienveillance, de petits sandwichs, de coups de fil opportuns, de vrais puis de réels. Ce travail-là ne figure dans aucune statistique officielle. Il est invisible parce qu'il n'est jamais compté. Et parce qu'il n'est pas compté, on assume qu'il ne compte pas. Ça nous amène au deuxième mouvement, qui est l'indice de santé communautaire. On n'a pas juste voulu dénoncer un problème, parce que ça, nos contemporaines comme Linda Cardinal ou Diana Ada ont fait ça bien avant nous. Nous, on a cherché des pistes de solutions. On a voulu construire un outil de mesure. C'est ce qu'on présente dans ce livre blanc sous le nom de l'indice de santé communautaire. Une façon un peu originale de mesurer le bien-être et la vitalité de nos communautés rurales francophones à partir de ce que nous, on sait déjà. Parce que nos cercles, ils recueillent cette information depuis des décennies, simplement jamais sous une forme reconnue par les bailleurs de fonds ou les instances gouvernementales. Donc, nos indicateurs officiels de vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire, là, vous allez me pardonner l'acronyme, mais c'est les CLOSUM, comme on les appelle, mesurent généralement le poids démographique ou le taux de scolarisation en français ou l'accès générique aux services. Ça ne mesure pas le tissu social vivant qui maintient des communautés en vie, des rencontres hebdomadaires, des levées de fonds, des activités culturelles autrement, une transmission intergénérationnelle, tout ça, tout ce que font nos cercles. Cet indice-là, c'est pas un exercice théorique, c'est un instrument qu'on propose au gouvernement, à nos partenaires, comme point de départ pour combler un désert de données, plutôt que d'attendre qu'il soit comblé par d'autres, ailleurs et sans nous. Notre troisième mouvement, c'est celui d'un ancrage légal. C'est pas non plus une demande qui repose juste sur de la bonne volonté. Ici, on constate un désert à l'intersection de plusieurs lois fédérales, provinciales. Là, je vais mentionner la loi sur les services en français de l'Ontario, la loi sur les langues officielles du Canada, la Charte canadienne des droits et libertés, le cadre de résultats relatifs aux langues officielles. Ces lois-là reconnaissent déjà l'obligation de tenir compte des communautés francophones en situation minoritaire dans la planification et la prestation de services. Mais on ne peut pas planifier pour une population qu'on ne voit pas. Ce désert de données, c'est donc pas seulement un problème de recherche sociale, c'est un obstacle direct à l'application des droits déjà reconnus. Alors voici pourquoi ce livre blanc existe. C'est pas pour ajouter une voix de plus à un constat déjà connu, mais pour donner au gouvernement, à nos partenaires, un outil concret pour voir ce qui, jusqu'à aujourd'hui, restait dans l'ombre. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les femmes qui ont contribué à cette démarche, nos membres, nos expertes bénévoles, nos partenaires, le conseil d'administration et toutes les femmes qui ont pris de leur temps, encore une fois, qui ont partagé leurs expériences, leurs réflexions. Leur engagement m'a permis de transformer leurs constats en connaissances et les préoccupations en recommandations. Je vous remercie de votre écoute attentive et de votre bienveillance et de votre présence aujourd'hui. On va être prête maintenant à répondre à vos questions.
Vous pouvez lever la main virtuellement ou écrire dans le clavardage. Nathalie va me transmettre vos questions écrites aussi au fur et à mesure, puis elle va annoncer les droits de parole. Alors, Nathalie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Janie. Alors, oui, je vous invite à, si vous avez une question, vous pouvez le mettre dans le chat ou simplement, comme Janie l'a indiqué, lever la main, comme à l'école. C'est très bien. Moi, Janie, de mon côté, pendant que peut-être ça mijote un peu, j'avais reçu des questions de certaines personnes qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui, mais je les trouvais quand même intéressantes. Est-ce qu'un livre blanc comme celui qu'on lance aujourd'hui, est-ce que ça serait pas vu comme une critique des institutions franco-ontariennes? Pas du tout. Dans le fond, on savait. On était très au courant de la démarche de l'AFO, puis on la célèbre. L'AFO s'est donné la peine de venir rencontrer les gens dans toutes les communautés. Et ce que ça fait, c'est que ça donne le privilège à tout le monde de s'exprimer puis d'être entendu. Nous, on s'est dit que si on ne participait pas à cette démarche-là, avec une façon un peu probante et qu'on n'amène pas de l'eau au moulin, c'est comme si on n'était pas vu ni reconnu dans l'écosystème franco-ontarien. Donc, nous aussi, on voulait mettre l'épaule à la roue. D'un autre côté, on est très, très conscient que nos données vont peut-être informer des gouvernements comme le gouvernement fédéral qui fait des décisions genre réduire les fonds de femmes et égalité des genres. Et évidemment, c'est fait par notre cher économiste qui aime beaucoup les chiffres. Alors, on s'est dit, Monsieur Carney, on va vous aider, on va vous en donner des chiffres. Est-ce que les enjeux des femmes aînées sont plus importants que ceux des jeunes? Je pense que c'est juste une perspective d'où on est, de la présence, en fait. Parce que les femmes n'ont jamais été absentes. Les femmes de l'UCFO, ils ont été invisibles, mais jamais absentes. Elles ont toujours fait ce qu'elles font. Elles l'ont fait avec leur cœur, avec grâce. C'est des femmes qui ont peut-être pas les diplômes sur les murs, mais elles ont été à l'université de l'UCFO, comme notre chère Madeleine Paquette de Kapuskasing nous a rappelé, qu'en quelque part, cette formation, cet accompagnement, ce leadership, le fait que ces femmes-là s'adaptent dans chacun de leurs cercles et sont capables de pallier au manque de services qu'il y a dans leur communauté, qu'elles font toujours ce qu'elles font depuis 90 ans, mais parce qu'on n'en parle pas haut et fort, et je te dirais que les femmes de l'UCFO se gardent bien de réclamer qu'elles sont féministes. Je pense pas que c'est leur objectif. Leur objectif, c'est tout simplement qu'on voit leur contribution de passeuse de patrimoine, de piliers culturels, parce que la culture, ça s'exprime de tellement de façons et elles sont toujours là, bénévoles, à l'écoute. Souvent, quand il y a un club optimiste qui disparaît dans une municipalité, c'est l'UCFO qui embarque et qui reprend les activités pour pas qu'il y ait un désert d'activités, encore une fois. Elles se sentent non seulement ce grand sentiment d'appartenance, mais elles se sentent des actrices impliquées et certainement, elles sont l'emblème particulier de la résistance des Franco-Ontariens. Merci, Janie. J'aimerais passer la parole à Lucille Collard. Vous avez une question? Oui, merci. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir conviée, puis je suis heureuse de pouvoir participer ce matin. J'étais un petit peu intriguée. Évidemment, je n'ai pas vu le contenu du livre blanc, puisque vous le lancez aujourd'hui, donc je regarderai avec attention. Je trouve que la perspective que vous présentez aujourd'hui, elle est intéressante et intrigante, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que ce qu'on veut, c'est évidemment susciter l'intérêt. J'avais une couple de questions, puis peut-être d'observations. Quand on parle de l'union culturelle des femmes franco-ontariennes, est-ce qu'on parle des femmes dans leur ensemble ou il y a une composante culturelle dans la façon dont on adresse peut-être les recommandations dans le livre blanc? Je vous dirais les deux.
parce qu'on n'est pas capable de dissocier une de l'autre. Parce que nos femmes, elles détiennent des savoirs qui ne sont pas quantifiables. Mettons là, une crise qui s'est passée dans les 2 dernières années, c'est que dans une petite localité, on nous a dit la personne qui montait notre métier, elle est décédée, puis on n'a plus de monteuse de métier. Mhm. Ça a l'air intéressant, hein? C'est pas facile d'apprendre à monter un métier sur l'Internet quand on n'a pas une perspective 3D, quand on n'entend pas, puis qu'on voit pas, puis qu'on touche pas avec nos mains. Ça, c'est un des savoirs particuliers de nos femmes. Mais je te dirais que chaque cercle a sa particularité. Et donc, que mon poste à moi, mon siège, la plus grande job que j'ai, c'est de fédérer tous ces cercles-là qui fonctionnent à l'image de leur communauté. Et donc, il n'y a pas comme un profil particulier. Mais oui, on est un tout inclus. On accepte toutes les femmes franco-ontariennes, qu'elles soient rurales ou pas. Ça donne juste que les cercles qu'on a en ce moment sont en zone rurale ou semi-rurale. OK. Mais au niveau culturel, je pensais peut-être plus au niveau ethnicité ou impliquant des nouveaux arrivants. Je ne sais pas, dans ma tête, quand on parle de culture, je vois beaucoup la diversité qui existe dans nos communautés. Parfait. Alors là, je te dis, je t'annonce qu'on a un super projet partenaire avec 2 CFA, donc une en zone semi-rurale qui est Roxbury et l'autre qui est à Sudbury. Et on fait des pairages entre les femmes qu'on appelle des franco-ontariennes de souche, si tu veux, ou des gens qui sont ici depuis plus longtemps, et des nouvelles arrivantes de tous les horizons. Et on va essayer de créer justement une bibliothèque de livres à consulter. Puis l'objectif de tout ça, c'est d'entendre des accents différents sur les ondes de nos radios locales. Okay. Alors, définitivement qu'on est très progressiste dans la façon où on regarde les choses. Puis, en quelque part, nous, on veut être vraiment proactive au lieu d'avoir la réactivité qu'on avait depuis nombre d'années. OK. Mon deuxième commentaire, c'était à l'effet de tout ce que vous avez développé au sein du bénévolat qui est pas reconnu, qui est pas comptabilisé, qui est peut-être pas vu. Moi, je vis avec les personnes qui font de bénévolat comme politicienne. Évidemment, c'est une composante importante dans ma vie de tous les jours. Je comprends l'importance d'avoir des gens bénévoles autour de moi, puis qui rament dans la même direction. Et je pense que ça a toujours été dans la nature des femmes d'être bienveillantes. C'est pour ça qu'on voit plus de femmes faire du bénévolat. Et moi, je dis souvent, pour attirer des gens à faire du bénévolat, ben vous en retirez des bénéfices parce que c'est pas juste du temps que vous donnez, vous récoltez beaucoup, vous établissez un réseau, vous connaissez des mondes, vous vous éloignez de l'isolement, vous apprenez des choses et tout ça. Donc, il y a quand même des bénéfices et je pense que c'est important de le reconnaître. Cependant, je me demandais, étant donné que la réflexion est pas mal poussée, est-ce que cette réflexion-là est née de plaintes de la part de femmes qui se sentaient peut-être pas reconnues à leur juste valeur pour tout le bénévolat qu'elles contribuent? Je te dirais que non. C'est dans la constitution de l'UCFO, donc l'Union culturelle des Franco-Ontariennes, que nous récoltons des rapports annuels. Les femmes vont dire « Ah, c'est comme faire de l'extra dans mon bénévolat, tes rapports, Janie. » Mais ça fait 90 ans qu'on demande ces rapports-là pour avoir une mesure, justement, de qu'est-ce que ça a l'air dans la communauté de chacune, parce que moi, je peux pas toujours être là, présente partout, en train de témoigner de chacune de ces choses-là. Mais je te dirais que les femmes, elles ont aucun problème à être bénévoles chez nous. Mm-hmm. C'est pas leur problématique. Je ne les entends pas se plaindre de ça. Dans le fond, c'est le fardeau additionnel des rapports, des sondages que je leur ai demandé dans la dernière année, qui était un peu plus incommodante, mais elles en voient la nécessité parce que aujourd'hui, on est capable de dire ce qu'on dit parce qu'elles ont donné ce bénévolat-là. Alors, en quelque part, nous, on entame une année de célébration. Je vous cache pas, c'est notre 90e anniversaire de naissance. On est né en 1936.
On est une de 3 ou 4 plus vieilles associations ou organismes en Ontario français qui perdurent et qui n'a pas changé de nom, qui n'a pas changé de vocation, qui est toujours la même depuis le début. OK. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Je me permets une dernière petite question, puis peut-être la réponse sera dans le livre blanc que je consulterai. Vous avez parlé d'un ancrage légal, puis vous avez mentionné la loi ontarienne sur les services en français. Est-ce que vous vous êtes penché sur la façon dont la loi devrait être modifiée pour justement refléter les besoins que vous identifiez aujourd'hui? Il y a nombre de personnes qui ont fait ça bien avant moi. Je peux juste penser à certains rapports de François Boileau quand il était notre commissaire. Enfin, ça fait longtemps qu'on le dit que l'offre active dans les communautés, c'est très difficile, surtout dans les communautés rurales, par manque de masse. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'on pallie souvent à ces choses-là. Donc, nos femmes, c'est pas rare qu'elles vont appuyer une autre femme qui a un besoin par rapport à un service en français qui n'est pas disponible dans leur ruralité, que ce soit Service Ontario, que ce soit peu importe. Il y a aussi beaucoup, je te dirais, le concept de, il n'y a pas beaucoup de cliniques juridiques francophones à travers l'Ontario. Il y a la nomination de juges francophones qui fait défaut. Il y a plein de systèmes, dans le fond, qui sont boiteux. Et ça a un impact aussi sur les services potentiels de ces femmes-là. Mais je peux te dire que des femmes qui s'organisent, ça tient des bibliothèques et des réseaux de bibliothèques francophones ouverts. Alors, je te dirais qu'elles sont capables de mobiliser beaucoup, beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci, Madame Pollard. Merci, Janie. Janie, avant de peut-être nous présenter un petit peu plus en détail quelles sont les demandes de ce livre blanc, je prendrais peut-être 2 autres questions, à commencer avec Kim Morris, Direction générale de la Farfo. À vous la parole. Merci, Nathalie. Désolée, je ne sais pas comment changer mon nom pour dire que je suis Kim. L'affichage dit Direction générale Farfo. En tout cas, j'ai eu l'occasion, le plaisir de jaser avec Nathalie hier. Puis je vais vous féliciter. Merci beaucoup. J'ai bien hâte de vous lire. On a parlé de proche aidance. Et puis nous, la Farfo, les personnes aînées, c'est 50 ans et plus. Puis les proches aidants, c'est souvent les jeunes aînés versus les personnes aînées plus vieux ou plus vieilles. Et donc, je trouve ça très, très intéressant d'ajouter une valeur monétaire à la proche aidance. On l'a presque tous vécu, je dirais probablement la majorité d'entre nous ici aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vécu, vous allez le vivre. Et puis, ça prend, c'est vraiment, ça devient très lourd. On le fait par amour, mais parce que je suis en train de le vivre moi-même aussi. Et c'est lourd de façon physique, émotionnelle, mentale. Et puis, j'ai bien hâte de voir ce que les gouvernements vont dire face à tout cet enjeu. Je crois que c'est super important. On avait mentionné dans les années précédentes, mais je pense que maintenant, c'est vraiment le moment de s'attaquer à ça. Pour nous, la Farfo, puis je vois des membres de notre équipe, notre DG qui était là avant moi, Michel, que j'adore, puis Denise qui est membre de notre CA. La proche aidance va vraiment figurer de façon prioritaire sur nos tables de collaboration. Et puis, on cherche vraiment à travailler avec vous, l'UCFO. Moi, je suis proche de Sudbury, mais moi, je connais l'UCFO de Verner. Alors, chapeau à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, Jenny, avant que tu poursuives. Monique Thibodeau-Laflamme, à vous la parole. Est-ce qu'on m'entend bien? On vous entend super bien. J'ai très peu à ajouter. C'est un merci. Michel, il sait, j'ai une grand-maman qui est décédée à 112 ans et 308 jours dans un petit village du Nouveau-Brunswick. Et son impact au sein de sa communauté a été immense. Et je suis ici aujourd'hui, là, puis je vous écoute, puis je me dis, mon Dieu, quelqu'un a pris toutes ces voix-là
pour tenter d'en faire une voix forte. Elle a été chanceuse, elle a été reconnue au Sénat et à la Chambre des communes régulièrement à partir de 101, pratiquement aux années. Elle est connue, elle, mais toutes les autres qui en ont fait autant qui n'ont pas la reconnaissance. Moi, en tout cas, je suis très émue par tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. C'est un merci au nom de la mienne et de toutes les autres. C'est pas la même province, mais c'est la même réalité. Donc, je trouve ça, c'est exceptionnel. Merci. J'oserais vous dire, l'âge moyen à l'UCFO est de 69 ans de nos membres, mais on a des membres qui ont 14 ans. On a des membres. Alors, mais c'est pour vous dire un peu que, dans le fond, les femmes aînées ont le bénéfice d'avoir le temps, l'expérience, la disponibilité et l'envie de passer leur patrimoine. Et c'est ça qu'il ne faut pas négliger. C'est cette intersectionnalité de toutes sortes de choses qui fait en sorte que ce sont souvent les mieux placés pour promouvoir les meilleures pratiques puis faire en sorte que tout le monde est au courant. Janie, est-ce que tu pourrais nous parler, juste avant de revenir sur ce qu'on demande brièvement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que signifie exactement l'invisibilité dans le contexte du document qu'on présente aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup, là, on parle de 8 invisibilités. Je ne sais pas si tu pourrais nous en glisser un mot avant d'aller vers tes recommandations. Absolument. Donc, dans le fond, le concept de base, c'est la convergence de nombreux points de données qui sont importants. Donc, c'est pas seulement d'être une femme, d'être franco-ontarienne, d'être aînée, d'habiter en milieu rural, d'avoir des problématiques de géographie liées autant à la météo qu'au transport, qu'au système d'Internet, qui est pas toujours fiable. Donc, les communications peuvent être difficiles. Il y a aussi l'agisme. Il y a aussi plein d'autres secteurs. Quand ça te prend 40 minutes pour aller conduire, pour aller faire ton épicerie, nécessairement que cette communauté-là, elle va avoir un défi d'accueil au niveau des personnes immigrantes parce que ils ne peuvent pas travailler sur place, ils ne peuvent pas se déplacer. Tout de suite, quand ils arrivent, ça prend une voiture, Donc, il y a un manque d'infrastructure. On le sait, on compose avec, mais c'est aussi ce même phénomène qui permet aux femmes à revenus très modestes de pouvoir continuer d'être intégrées dans une communauté et de ne pas se retrouver à la rue, de ne pas se retrouver dans des situations de plus grande précarité. Donc, nous, on a fait converger toutes ces choses-là. On appelle ça l'intersectionnalité parce qu'elle est particulière dans le cas de nos membres. Et c'est la population qu'on a, donc c'est la population dont on peut témoigner dans nos statistiques et dans nos données. Cependant, je vous dirais que le tissu social qui tient ces femmes-là, je mettrais même des grands systèmes au défi de regarder comment ça se passe dans les cercles. Parfois, il y a dissension entre des membres sur un projet, mais elles sont toujours capables de gérer. Elles sont capables de dire non pour que le non soit rassembleur. Elles sont capables de leadership. Elles sont capables de tellement de choses que personne ne reconnaît et pour lesquelles personne ne donne de diplôme. On s'entend. Mais tout ça, c'est ce qui fait la cohésion intense des communautés dans lesquelles elles vivent. Puis en quelque part, ça, c'est un atout pour chaque communauté. Parce que en faisant les recherches historiques pour découvrir au sujet de l'UCFO à travers les 90 dernières années, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de petites localités où on avait des cercles avant, où il n'y en a plus, mais il y a aussi plus de Français dans ces zones-là. Puis si on parle de situations actuelles comme Virginia Town, comme Harty, ce sont les cercles du CFO dans ces deux endroits-là qui tiennent vraiment
la communauté francophone. Ce sont elles qui font plein d'activités, dans le fond, qui sont rassembleuses. Fait qu'en quelque part, on avait besoin de prendre le pouls de ça. Et c'est ça qui est important dans l'intersectionnalité, c'est que on veut pas perdre la qualité au profit des chiffres. Donc, c'était une belle aventure, je vous avoue. Merci, Janie. J'aimerais passer la parole à Raphaël qui a une question avant d'aller de l'avant et ensuite Marie-Rosalie. Raphaël, à vous la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. C'est Delphine plutôt. Donc, je suis rédactrice en chef du journal On a le choix de Cornwall. Donc, ma question, c'est, premièrement, j'imagine qu'on va avoir accès au livre blanc juste après la rencontre. Oui. Quelle place exactement vous avez donnée aux témoignages très concrets dans ce livre blanc? Parce que moi, ce que ça m'appelle, c'est qu'on a besoin vraiment de voir l'impact concret à travers des histoires du manque de services ou du manque de soutien. Donc, je me demandais simplement d'abord ça, quelle place est vraiment accordée? Je sais que c'est beaucoup de récolte de données, mais quelle place était accordée aux témoignages concrets, aux histoires, en fait? Alors là, je vais vendre la mèche. Pour les activités du 90e anniversaire, on a lancé un site web qui s'appelle ontarienne.ca. D'ailleurs, sur la page d'accueil, si vous descendez la page d'accueil, vous allez trouver le lien pour aller chercher le livre blanc. Oui, Janie, excuse-moi, je viens juste de mettre dans le chat le site web -invisible, ça va vous amener exactement sur la page. Vous allez en bas le lien en PDF, donc poursuis. Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est qu'on a ségrégué ou on a séparé les témoignages et les histoires de vie des femmes. On les a séparés à travers une ligne du temps. Il y a des capsules audio que vous pouvez entendre qui ont été faites avec des vrais témoignages de femmes, à travers des écrits qui nous ont été partagés, à travers des journaux intimes qu'on a trouvés. On a changé, bien sûr, les noms, les endroits, mais reste que le contexte, il est là. Nos femmes sont quand même très ouvertes. Vous allez voir qu'en arrivant sur cette page web, il y a une panoplie de petites photos. Ce sont tous des onglets où ces femmes-là ont un portrait et le portrait explique ce qu'elles ont fait à l'intérieur de l'UCFO ou dans des services à côté ou associés. C'est sûr qu'on a nos personnalités chouchous là-dedans, mais on ne vous les dit pas, on vous laisse les découvrir. Donc, pour nous, le livre blanc, c'était un seul processus et les histoires, c'est consigné sur le site web pour que vous puissiez aller les voir. On a fait un choix aussi sur ce site web-là de mettre moins de vidéos et plus d'audio. Évidemment, quand vous êtes en zone rurale et que l'Internet n'est pas très fiable, c'est plus facile de consommer un audio. Donc, c'est aussi possible de consommer ces audios-là en podcast ou en rafale. Vous allez pouvoir aller visiter tout cet univers-là à votre guise. Donc, moi, oui, mais au niveau du gouvernement, donc, est-ce qu'il y a eu vraiment une communication par rapport aux décideurs, je veux dire, sur ces... On commence. Oui, OK. On commence. C'est notre livre blanc, c'est la première phase de dialogue. Comme ça, on est sûr qu'on dit ce qu'on fait qu'on dit et qu'on fait ce qu'on dit qu'on fait. Alors là, je sais que ça a l'air mélangeant, mais l'idée, c'est que sans données probantes, on n'est pas capable de, même si on offre nombre de témoignages, c'était fait nombre de fois par nombre d'associations. Je vous envoie vers les écrits dans des journaux assez érudits de la part de Diane Adam, de Linda Cardinal. Elles ont témoigné de tout ça. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais là, enfin, on a des données qui peuvent vraiment quantifier ce qu'on dit depuis longtemps. Et ce travail-là, vous l'avez commencé quand, le livre blanc? Depuis que je suis arrivée en poste en septembre 24, mais ça s'est vraiment solidifié beaucoup l'an dernier à l'annonce du premier ministre canadien qui avait décidé de se départir de la ministre de la Condition féminine et ensuite qui a décidé de couper les fonds actifs là, dans Femmes et égalité des genres. Pour nous, ça a un gros impact parce que le message que ça donne,
c'est que peut-être que les femmes sont pas aussi importantes qu'on pense à ses yeux. Et nous, on voulait renchérir un peu en disant, mais on est toujours là. On a survécu pendant 90 ans de vagues de différentes personnes au pouvoir. Mais enfin, l'idée, c'est de pouvoir au moins avoir cet ancrage-là maintenant. Où est-ce qu'on peut aider des gens comme la FO à parler pour nous, à intercéder pour nous auprès de ces gouvernements-là? Il faut respecter l'écosystème dans lequel on vit. Et dernière question, donc ça concerne vraiment toutes les régions de l'Ontario? Absolument, on est provincial. OK, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marie-Rosalie, à toi la parole. Oui, bonjour, mon nom est Marie-Rosalie Sagna. Je suis la présidente du conseil d'administration du réseau des femmes immigrantes francophones de Prescott Russell. J'en suis la cofondatrice. Je réside présentement au Hawkesbury. Je commencerai par féliciter l'UCFO, particulièrement Janie, pour l'excellent travail qui a été fait. Donc, en tant que sociologue, je suis convaincue que c'est important d'avoir des données probantes, parce que ça nous permet comme de tracer une ligne où on se dit, on est là présentement et c'est ce qu'on vise, c'est là où on voudrait arriver. Donc, encore félicitations pour ce livre blanc. J'ai beaucoup aimé l'approche intersectionnelle, vous en avez parlé tantôt. Le croisement des vulnérabilités en contexte rural surtout. Je pense que ça ne touche pas seulement les femmes de l'UCFO, ça touche aussi les femmes immigrantes, vous en avez parlé tantôt. Donc, au plaisir vraiment de poursuivre la collaboration qu'on a commencé. Ma question, elle est proche de celle qui a parlé tantôt. Je voulais savoir quelle est la méthodologie qui a été utilisée. Je voulais savoir si c'était une approche participative, si vous avez eu à interviewer de vos membres pour qu'elles puissent parler de leur expérience, parce que je n'ai pas encore consulté le livre blanc, donc je n'ai pas encore vu le contenu. Mais encore félicitations pour l'excellent travail qui est fait, qui sera utile pour pas seulement les femmes de l'UCFO, mais à d'autres femmes aussi qui luttent pour l'égalité. Merci. Alors, Marie-Rosalie, en cas que les gens qui nous écoutent ne savent pas, nous, on est des partenaires de terrain assez efficaces. Marie-Rosalie fait partie de nos activités. Marie-Rosalie et le REFIF, on a tissé des liens au courant des dernières années et j'apprécie énormément cette membrane perméable entre nous. Je te dirais pour la méthodologie, c'était multiple. Donc, vous savez déjà que nous, on obtient des rapports annuels de nos cercles qui nous parlent de leurs activités, de leur bénévolat, des partenaires de terrain qu'ils ont, des choses nouvelles qu'ils font, de comment ils participent à des aventures provinciales aussi. On a également reconnu ou reçu nombre de témoignages en interviewant toutes les femmes que vous allez rencontrer sur notre site web. Alors, définitivement que pour chacune d'elles, on a eu des conversations. On a eu des conversations avec leur famille, avec leurs proches. On a quand même été chercher beaucoup d'informations de ce côté-là. On m'a informé également beaucoup de traditions et de choses de longue date à partir du CA, parce qu'il faut savoir que le conseil d'administration de l'UCFO est entièrement féminin, entièrement composé de représentantes élues démocratiquement à partir de tous les cercles. Et donc, ces partages-là qui sont faits autour de la table sont toujours consignés aussi. Puis, enfin, en bout de ligne, on a eu une aventure où on a propulsé un nombre de sondages à la membriété en disant pourriez-vous répondre à notre sondage? Et personne ne s'est identifié. Donc, on ne récoltait pas les adresses IP ou les adresses courriels ou quoi que ce soit. Les femmes étaient libres de répondre vraiment ce qui les représentait, sans jugement, sans entrave, sans limite. Effectivement, là, vous allez me dire, bon, ben c'est seulement les femmes qui ont accès à l'Internet. Je vous répondrai que oui, mais que l'échantillonnage était quand même assez significatif. On parle de entre 20 et 25 de notre population de base, qui n'est pas à négliger. Parce que quand on fait un sondage dans une population totale, des fois, on est même content avec 5 de réponses. Alors, je vous dirais que pour nous, c'était quand même assez porteur. Les femmes sont vraiment mobilisées. Elles sont conscientes que si on utilise ces données-là, que c'est dans un but commun. Puis là, je vais vous faire un clin d'œil. Je vous dirais que c'est comme faire de la courte pointe. On est plus solide quand tous les morceaux sont cousus ensemble.
puis on ne fait qu'un à la fin. Merci, merci Marie-Rosalie. Je passerai la parole à Arnaud et comme je suis la gardienne du temps, après Arnaud, j'aimerais juste que tu nous parles de ce qu'on demande au gouvernement avec ce livre-là, parce que le temps file. Oui, effectivement. Arnaud, à vous la parole. Merci Nathalie, bonjour tout le monde. Arnaud Baudry, je suis à la direction générale de Franco Queer, qui est un organisme au service des personnes de SLGBTQIA+ francophones en Ontario. Moi, je suis basé à Toronto. Merci pour cette présentation, c'est très intéressant. Surtout la valorisation des communautés rurales en Ontario. Je trouve que la perspective que vous partagez, c'est vraiment clé. Moi, j'avais une question par rapport à la représentation des femmes lesbiennes, queer ou non-binaires. Est-ce que vous avez collecté des données dans le cadre de ce travail-là sur les femmes de la communauté LGBT? Et puis, si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez pu trouver? En ce moment, je te dirais qu'on voulait pas mettre une autre couche d'invisibilité dans notre mix. On en a déjà 8. On ne s'est pas donné un défi extraordinaire, mais je te dirais que c'est dans notre champ de mire, autant que le travail de terrain avec les communautés accueillantes, les femmes immigrantes francophones. Donc, tout ça, c'est dans notre champ de mire. Mais si on ne l'a pas mis le doigt dessus puis on ne l'a pas identifié comme tel, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut juste dire qu'on n'a pas mis cette métrique-là dans notre échantillonnage. Si on regarde statistiquement, la proportion de personnes LGBTQ2IA+, qu'on aurait dans notre population, elle est quand même assez petite. Puis on voulait pas non plus aller, on sait que vous avez des actions très, très probantes sur le terrain. On va être vos partenaires, bien entendu. Alors, si jamais il y a moyen de faire une aventure commune, on est là, parlons-nous. Merci, merci beaucoup Arnaud. Mais Janie, avant de remercier tout le monde, peut-être si tu peux revenir brièvement sur ce que nous demandons concrètement aujourd'hui pour le livre blanc. Nous adressons des recommandations précises à 3 publics. Alors, je te laisse la parole. Bien sûr, vous avez ceux d'entre vous qui avez déjà consulté ce livre blanc, vous avez vu que la part du lion, elle est destinée à la FO, mais c'est par respect pour le travail qu'ils font. Parce que c'est eux nos porte-parole, puis loin de nous l'idée de ne pas leur offrir finalement nos demandes pour que eux puissent intercéder pour nous. C'est comme un peu la Sainte Trinité. Hein? On se rend compte que, tu sais, quand on est catholique, souvent on prie à un saint plutôt que de déranger Jésus. Fait que je vous amène un peu au gouvernement de l'Ontario. Nous, on n'a pas de subventions qui viennent ou qui émanent du gouvernement de l'Ontario en ce moment dans nos choses. On leur demande d'intégrer justement ce nouvel indice de santé communautaire dans les outils provinciaux qui mesurent la vitalité des communautés francophones rurales. On leur demande aussi, si c'est possible, de faire des actions de terrain qui sont un peu plus probantes et destinées à la connectivité. Donc, un réseau Internet qui vaille, même dans nos communautés rurales, ça serait génial. C'est plus une option maintenant. Même la connectivité cellulaire, déjà on riait hier parce qu'en conversation avec la présidente sur un trajet de 20 minutes, on a déconnecté 6 fois. Et je suis dans l'Est ontarien toujours, j'ai pas changé de place. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi des mécanismes qui sont un peu complexes, genre on demande aux aînés de faire des vérifications d'antécédents judiciaires pour aller lire des histoires en première année à l'école. Mais finalement, la population la plus vulnérable des deux, c'est les aînés. Fait que actionner ça à un très grand nombre, c'est finalement un frein à passer la culture. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut regarder aussi en périphérie. Pour le gouvernement du Canada, ce qu'on leur demande, c'est un financement structurel, surtout pour c'est pervasif dans les organismes de femmes. On nous donne des fonds de projet, puis une fois que le projet est fini, on laisse tomber un paquet de monde. Nous, on a essayé d'être proactifs pour justement faire pérenniser certains effets, mais on le fait souvent en mode gestion de risque, en mode ponctuel, en mode qu'est-ce que j'ai dans mon personnel qui pourrait m'aider à faire cette transition. On en demande toujours plus à nos employés qui ont
moins de privilèges que des employés ailleurs, donc sont souvent à contrat, sont souvent, ils n'ont pas de bénéfices ou de bénéfices comparables. Donc, c'est toujours des battantes puis des gens qui ont un travail de cœur à l'ouvrage et ça épuise après un bout de temps. Donc, ça, c'est une des choses. Ce qu'on demande aussi, c'est une reconnaissance du plan d'action sur les langues officielles à travers les ministères. On s'entend qu'il y a des ministères actuellement qui ne reconnaissent pas cette fragilité des clausums et qui ne les financent pas comme telles ou ils les ont pas dans leur façon d'attribuer les fonds. Et ça, dans le fond, c'est que c'est pas de l'empowerment. Je suis certaine que les gens à la FO sont très au courant que ça se passe. Mais enfin, dans nos travaux, justement, on le sait que on voulait être partenaire de la FO en train d'amener des données parce qu'on le sait qu'eux doivent ou ils ont commis à écrire ce livre blanc-là, que les données en zone rurale sont difficiles à obtenir et donc, nous, on voulait contribuer à ce mécanisme-là. Puis on voulait aussi partager comment on fonctionne parce qu'on a un mode de fonctionnement qui a perduré à travers 90 ans, à travers des années de disette complète, de pas de financement, à travers de plein de choses ou de circonstances de terrain difficiles des fois. Puis en quelque part, si on a survécu, c'est qu'on a peut-être une recette qui fonctionne. Et là, on voulait partager ça aussi avec tout le monde. Fait que ce que toutes les recommandations ont en commun, c'est une chose dans le fond, c'est qu'on reconnaisse l'apport ou la durabilité du travail de toutes les femmes franco-ontariennes, ce qu'elles accomplissent dans leur région, spécifiquement dans les régions rurales, et qu'elles ont besoin d'appui systématique pour continuer, puis pour éviter l'effritement de ces zones rurales-là. Janie, merci. Excuse-moi, mais il y a Geneviève Trilling qui est dans la salle d'attente. Puis elle m'a dit, même s'il reste 5 minutes, je ne sais pas si tu pouvais la faire rentrer, elle est au Conseil des arts. Puis elle me dit, je suis pris, je suis en limbo. J'ai dit, parce que c'est Janie qui a la parole, elle ne peut pas te laisser rentrer. Fait que si tu peux faire ça, merci. Peter, tu as une question? La parole est à toi. C'était plus un commentaire, puis je veux vraiment vous remercier pour la présentation puis pour le travail vraiment important qui a été fait par l'Union culturelle. Ce que vous mettez en lumière aujourd'hui, le rôle des femmes francophones rurales, des femmes aînées, des bénévoles, des cercles locaux, touche directement à des enjeux qui sont vraiment au cœur des États généraux. La vitalité communautaire, la transmission, la ruralité, le vieillissement, l'accès aux services, puis certainement la reconnaissance du travail invisible. Du côté de la FO, on reçoit ce livre blanc comme une contribution importante au dialogue collectif, puis il va certainement nourrir notre réflexion sur toute la manière dont on comprend les infrastructures communautaires de proximité, puis pas seulement les institutions formelles. C'est encore une fois, moi, félicitations, beau travail. J'apprécie beaucoup la façon que ça a été présenté aujourd'hui, puis chapeau. Merci, Peter. Je vais juste me permettre d'ajouter que nous, on a fait ça à voler des petites heures ici et là. C'est beaucoup de soirées de mes fins de semaine, même de mes vacances de l'année passée, que j'ai passé dans ce projet ici. Et donc, on l'a fait sans fonds, on l'a fait sans accompagnement, on l'a fait vraiment parce qu'on voulait le faire, parce qu'on trouvait que c'était important. Alors, déjà là, ça, c'est un petit clin d'œil à tout le potentiel que ça peut amener. Merci. Puis, en tout cas, je vais peut-être juste rajouter dans le processus qui va être mis en place au niveau de comment on va traiter des sujets au Congrès. On va sortir des informations bientôt, mais il va y avoir encore beaucoup d'opportunités de dialogue. Puis, je vous encourage à travailler avec d'autres partenaires et pour assurer que les enjeux qui sont communs soient avancés aussi dans le processus. Donc, encore une fois, félicitations. Puis, j'espère que tu te reposes un peu cet été, Janie. Moi aussi, je l'espère. Il reste 3 minutes, Janie, donc je pense qu'on peut faire peut-être les remerciements et laisser les gens aller pour les préparatifs de la Fête du Canada, pour ceux qui fêtent. Donc, moi, le plus grand merci que j'ai à adresser, c'est aux membres de l'UCFO.
Entre Windsor et Kapuskasing, on le sait, il y a, je sais pas, 1800 kilomètres ou quelque chose de même. C'est la raison de l'existence de ce livre blanc. Ce sont elles qui accomplissent les heures de bénévolat, les levées de fonds, qui alimentent vraiment tout le fond des activités qui sont documentées dans ce rapport. Donc, ce travail-là qui est volontaire, qui est bienveillant, qui est constant, puis j'oserais dire toujours à propos, c'est le véritable fondement de tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Je remercie aussi le conseil d'administration qui m'a permis de rédiger ce livre blanc avec la rigueur et la conviction que vous avez pu entendre parce que, je vous dirais, les femmes de l'UCFO, c'est mon inspiration renouvelée, puis c'est ma raison de sortir du lit le matin. Alors, Peter, on a aussi des partenaires très prisés qui nous accompagnent dans cette démarche, donc le REFIF. On a beaucoup de partenaires locaux. Là, tu peux imaginer des paroisses, souvent, c'est des associations sans but lucratif qui sont comme nous sur le terrain. Et donc, on ne les néglige pas du tout. On peut même vous dire qui ils sont, on les connaît bien. Donc, ils ont participé aussi par la bande dans cette démarche. Puis, on s'embarque dans des plus grandes démarches éventuelles, évidemment. Mais on apprécie que vous avez cette écoute, justement, de l'écosystème franco-ontarien pour recevoir ces données-là. On apprécie aussi qu'il y a beaucoup d'organismes dont les réalités s'apparentent à la nôtre, puis que c'est peut-être toutes nos voix unies sous la direction de l'AFO qui vont être les semences qui vont changer demain. Merci aux dignitaires, merci aux représentants des médias, merci de nous avoir accordé votre temps et votre écoute aujourd'hui. Vraiment, votre présence, c'est déjà la première réponse qu'on avait besoin. Le fait d'être vu et entendu, vraiment, c'est ce qui est le plus porteur et c'est ce qu'on apprécie le plus. Donc, le livre blanc avec l'ensemble de nos recommandations est encore une fois disponible sur le site web ontarienne.ca. C'est soit dans l'onglet invisible ou soit sur la page principale, il y a un onglet qui explique livre blanc et vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger l'entièreté du livre blanc avec, il y a une grosse bibliographie, vous allez voir, on en a lu des précis, des journaux et des articles et vraiment, c'était un ouvrage de positionnement. Donc, si vous avez d'autres questions et d'autres besoins d'entrevue individuelle, vous nous contactez par courriel. Ça va nous faire plaisir d'être avec vous. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne et très agréable fin de journée et joyeux 1er juillet demain. Soyez fiers d'être Canadiens comme nous, on l'est.